Ok, Merci docteur Jamili, beaucoup, à vous dire. merci beaucoup, docteur Chérif. Merci beaucoup, notre maître, professeur Mervat, et merci à tout le monde. Et donc, on va commencer cette session en français. Et je tiens à prendre l'occasion pour remercier le docteur professeur Emna Allouche et professeur Boujlida Wafa de l'Algérie et de la Tunisie, respectivement. Et on espère être à la hauteur de vos attentes et on va essayer de garder les mêmes présentations tant que possible pour garder la même qualité de l'enseignement qu'en anglais qu'en français. Donc, je remercie tout d'abord notre ami Dr Hani Samir de l'Université de Alexandrie pour sa gentillesse et de nous donner cette présentation en anglais qu'on va représenter en français. Et le thème est tellement pertinent et la présentation en anglais était tellement très gratifiante il a suscité une grande discussion et le sujet est toujours d'actualité parce que la resynchronisation cardiaque, c'est lorsqu'on commence par la fin, quels sont les patients qui ne sont pas des bons répondeurs, et ben on va se trouver, se poser la bonne question avant l'implantation, quels sont les patients qu'il faut sélectionner, surtout qu'on est guidé par des recommandations et des guidelines qui laissent un petit peu une marge un peu grise qui rend un petit peu les choses difficiles. Et donc, nous espérons à la fin de cette présentation éclaircir un petit peu les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre 30 à 40% des insuffisances cardiaques, ils ont un délai soit interventriculaire ou un intraventriculaire, et ceci à cause de la fibrose, de la dilatation, de l'écardiomyopathie dilatée et la cardiopathie ischémique également par la nécrose. Il va être à la cause de la fibrose intercellulaire et donc il va retarder la transmission de l'électricité entre les cardiomyocytes et ceci va aboutir un asynchronisme important, soit intraventriculaire, soit interventriculaire, ce qui va diminuer de façon significative le rendement hémodynamique de la contraction ventriculaire. Et cet asynchronisme, il est soit tout d'abord électrique, et c'est le représenté par la largeur de la QRS qu'on peut facilement déceler sur un électrocardiogramme de surface, comme il peut être structurel par un défaut de rendement hémodynamique, en particulier sur la contraction radiaire et la contraction longitudinale, et va être responsable d'une réduction de la fraction d'éjection. Et dans certains cas, lorsqu'on arrive à des stades très avancés, on va avoir un asynchronisme mécanique qui va diminuer, diminuer, la charge des travail des ventricules gauche et ainsi il va aboutir à un bas débit dans les stades plus avancés. Et l'idée, c'est que lorsqu'on va reprendre la resynchronisation cardiaque, ça veut dire qu'on va essayer de lutter contre ces délais électriques entre la contraction des cardiomyocytes et essayer de reprendre le synchronisme ventricule droit, ventricule gauche, et de la même raison, pour la même philosophie, ceci, il va aboutir, et ça a été démontré par les grands essais randomisés comme Companion, Madid CRT, etc. On va aboutir à un remodelage réverse des ventricules gauche et la diminution des volumes, et voire même l'amélioration de la fraction d'éjection dans ces cas-là. Mais il faut savoir, et ça c'est le point dont on va discuter le long de cette présentation, que la resynchronisation cardiaque n'est pas un traitement de l'insuffisance cardiaque à tout seul, mais c'est un pilier parmi les piliers des traitements qui sont la quadrithérapie et les corrections des facteurs étiologiques associés également lorsque l'indication est bonne, dans les patients bien sélectionnés, la resynchronisation cardiaque. بيتقدم انجليزي وبعدين فرنساوي دلوقتي فرنساوي اه Depuis وفرنساوي 1968, il a بايلينج été حاجه démontré جدا que تانية انجليزي la stimulation biventriculaire
Il peut être une chose qu'on peut faire grâce à des stimulations bipolaires à l'époque et que les essais randomisés au fur et à mesure des années, ils ont montré qu'on peut améliorer le statut fonctionnel, bien sûr, représenté par la classe de la YHA, le test de 6 minutes de marche, mais également on peut approuver la fraction d'éjection, mais il y a également un grand pas qui a été fait en termes de diminution des hospitalisations et la réduction des risques de mort subite lorsqu'on parle de resynchronisation cardiaque associée à une CRT. Et parmi ces essais les plus majeurs, les plus représentés, je vous rappelle deux qui sont un peu les essais, on va dire, pionniers dans ce domaine, qui sont l'étude compagnon et l'étude Mattel-CRT, et qui a permis, entre autres, de peaufiner un peu les critères de sélection de ces patients qu'on retrouve en recommandation en classe 1 actuellement, qui est un QRS large, plus de 150, avec un niveau de YHA qui est entre 1 et 2, et également, d'autres études, elles ont vu le jour après, mais toujours, il y a des débats et des discussions entre les différentes méta-analyses et entre les différents essais randomisés. Et c'est pour ça qu'on va un peu se focaliser sur les recommandations, parce que déjà, il faut savoir que la fraction d'éjection, ou l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, euh, c'est la seule qui peut être resynchronisé, et qu'on ne parle pas ici de l'insuffisance cardiaque à FEVG conservée, et que ça représente à peu près 50% de l'insuffisance cardiaque. Et dans les insuffisances cardiaques, il faut savoir que il y a plus de 35% des patients qui ont un délai intraventriculaire, et dans ces 35%, il y a qu'une proportion de 30% qui ont un aspect de bloc de branche gauche typique. Et là encore, il faut noter que les recommandations, elles parlent des critères un peu qui sont larges, et que récemment, les travaux de Strauss, ils ont permis de peaufiner ces critères en évitant les patients avec des ondes Q en latéral, et surtout, il faut avoir un notch au niveau de l'ECG qui témoigne d'un asynchronisme manifeste, et qu'on peut améliorer la sensibilité et la spécificité de la réponse par rapport à un bloc de branche non spécifique au gauche, mais à son notching ou avec des ondes Q en latéral ou en V5, V6. Et puis, il faut savoir que les patients avec une insuffisance cardiaque, avec une fraction d'éjection conservée, ils vont aussi avoir des délais avec qui sont allongés, parfois par raison de la pathologie initiale, ou carrément à cause des bêta-bloquants qu'elles reçoivent et les traitements bradycardisants. Et là, on va avoir un asynchronisme auriculoventriculaire associé avec un asynchronisme interventriculaire et un intraventriculaire. Et donc, on est dans un asynchronisme total. Et donc, la resynchronisation cardiaque, il va permettre de resynchroniser en même temps l'auriculoventriculaire, l'interventriculaire, et dans une bonne partie des cas, de resynchroniser l'intraventriculaire. Et c'est pourquoi, dans ces conditions d'insuffisance cardiaque et de bloc de branche gauche, que l'indication de resynchronisation, lorsque le bloc de branche gauche il dépasse 150, c'est une recommandation 1A dans plus de 30% des cas. Mais il y a un gap en réalité entre ce qui se passe dans les registres et dans la vraie vie, et entre ce qui se passe dans les indications qui étaient retenues, ce qui a été représenté par ce registre
suédois et même au niveau de ces études représentées par le SCHF si vous pouvez remarquer que les patients qui ont les critères les critères de CRT, ils dépassent, elles avoisinent les 25%, un quart des patients, alors que on trouve que 7% uniquement qu'ils ont reçu réellement une CRT. C'est à peu près trois fois moins que ce qu'il fallait, parce que pour plusieurs raisons, peut-être l'accès aux soins, peut-être qu'il y a des difficultés pour avoir des prises en charge d'assurance, etc. Et puis, c'est la même chose à peu près représentée ici, dans ce registre européen, c'est que à peu près 20% de CRT, ils ont une indication de CRT, mais uniquement 17% qui ont reçu au total. Et ça nous alerte, alors qu'on a un moyen dans une population d'insuffisance cardiaque qui souffre, et on a des moyens pour améliorer leur statut fonctionnel et voire même diminuer leur hospitalisation, diminuer le risque de mortalité chez ces patients, de morbimortalité, alors que cette CRT, elle est sous-utilisée par les praticiens pour plusieurs raisons. Et donc, la sélection de ces patients, on va avoir ensemble un peu une comparaison entre les recommandations européennes et entre les recommandations américaines. Et il faut savoir que les bonnes recommandations, elles peuvent changer en fonction du sexe féminin ou du sexe masculin, entre la durée du QRS et entre le rythme sinusal versus fibrillation atriale. Et puis, il y a un autre lot de patients qui sont les patients qui ont eu une stimulation cardiaque conventionnelle et qui ont eu une aggravation de la fraction d'éjection, une altération de la fraction d'éjection parce que le pourcentage de stimulation est très élevé, hein, qui dépasse les 40%. Sur le plan épidémiologique, aux États-Unis, les chiffres ils parlent que dans les 10 ans entre 2003 et 2012, il y avait à peu près 378 18 000 patients ont eu une CRTD, représentant à peu près 40 000 patients par an, avec un ratio de 135 par million par an. Et en Europe, les chiffres sont beaucoup plus importants, mais peut-être les critères de sélection et l'assurance est un peu plus favorable en Europe et on trouve qu'à peu près plus élevé par rapport, c'est 400 patients per million par rapport par an que ça a été trouvé en Amérique. Et là encore, le chiffre, si ça vous paraît important, il faut savoir que ce chiffre, elle va être euh, haussée dans les années à venir parce qu'il y a un bon travail à faire, parce que dans ce registre suédois dont on a vu tout à l'heure, à peu près 24% avaient une indication de CRT, alors que 7% uniquement qui ont été implantés dans la vraie vie. Les recommandations européennes de 2021, ils nous recommandent en classe 1 les patients qui vont bénéficier euh, de, euh, de la CRT, de la resynchronisation. D'abord, il faut que le patient soit symptomatique, en rythme sinusal, une fraction d'éjection inférieure à 35% et un QRS supérieur à 150 avec un bloc de branche gauche, avec un traitement médical optimal. Là, ils n'ont pas précisé la durée. Et lorsqu'on respecte ces recommandations, avec ce niveau de recommandation, la majorité des cas, on va aboutir à une réduction de la mortalité de ces patients. Alors, en classe 1, nous avons des recommandations de préférence patients symptomatiques, ça veut dire un niveau de IREGACHA supérieur ou égal à 2, une fraction d'éjection inférieure à 35%, et surtout, c'est la morphologie des blocs de branches. En deuxième lieu, on a une recommandation 2A des patients symptomatiques en rythme sinusal, mais entre 130 et 150 avec un aspect de bloc de branche gauche. Et puis également, toujours en 2A,
un aspect QRS large, mais cette fois qui n'a pas une morphologie de bloc de branche gauche, mais qui a une durée qui est supérieure à 150, toujours avec les mêmes critères, rythme sinusal, fraction d'éjection inférieure à 35% et un patient symptomatique. Et il y a un lot de patients qui est un peu difficile, peut-être qu'on va en discuter tout à l'heure. C'est la resynchronisation des patients avec un rythme sinusal, fraction d'éjection inférieure à 35% symptomatique, mais qu'ils ont entre 130 et 140 avec une avec un aspect qui n'est pas un bloc de branche gauche. Alors, si on va retenir là, c'est que nous avons parfois pas le choix dans du QRS large qui n'ont pas un aspect de bloc de branche gauche, mais qui ont un aspect qui est supérieur à 150. Ça, c'était une recommandation de A parce qu'on n'a pas beaucoup le choix. Mais une recommandation classe 1 lorsque nous avons un bloc de branche gauche, large et surtout en rythme sinusal. La deuxième indication, c'est que lorsqu'on a des patients avec un BAV complet, avec un pacemaker qui a été implanté, qu'ils ont fait une dégradation de fraction d'éjection, c'est les cardiomyopathies associées au pacing, mais également des patients qui ont euh, un BAV avec une fraction d'éjection là inférieure à 40%, ils n'ont pas 35%. Et lorsqu'on va faire implanter un patient avec, euh, on va faire implanter un patient avec un BAV, avec une fraction d'éjection inférieure à 40%, on sait qu'il va être stimulé la plupart du temps et donc il a besoin d'être resynchronisé. D'office, là encore, c'est une classification 1A et ça inclut également les patients avec une fibrillation atriale. Et puis les patients, tout à l'heure dont on a parlé, qu'ils ont fait une cardiomyopathie au cours d'un pacing standard, on peut les upgrader, et ça veut dire optimiser ces patients en resynchronisation cardiaque. Tout à l'heure, on parlait des patients qui avaient un rythme sinusal. Maintenant, qu'en est-il des patients qui ont une fibrillation atriale? Et ces patients qui ont une fibrillation atriale, c'est des patients encore avec une recommandation de A. Pour ces patients, on peut proposer euh, lorsqu'on a une fraction d'éjection inférieure à 35%, mais un niveau de symptômes de NYHA 3 ou 4 et non pas classe 1 ou classe 2 et qu'on va avoir un traitement médical optimal et qu'il faut que le QRS soit supérieur à 130 et surtout, chez ces patients, on sait très bien que on va pas avoir dans la majorité des cas un pourcentage de stimulation biventriculaire élevé. Donc, il faut se préparer pour ces patients pour faire soit de façon simultanée, soit de façon un petit peu séquentielle, faire l'ablation de la jonction auriculo-ventriculaire parce qu'on ne va pas atteindre de toute façon une stimulation qui dépasse les 95%, une stimulation biventriculaire. Donc, il faut mettre dans le plan thérapeutique de ces patients une stratégie d'ablation de la jonction auriculo-ventriculaire. Donc, les patients qui ont soit ces patients qui ont une fibrillation atriale permanente ou persistante et que on veut vraiment faire contrôler leur fréquence cardiaque et non pas leur rythme et qui sont candidats à inserter avec un QRS supérieur à 130, on sait très bien lorsqu'on va arriver dans des cas vraiment très rares à avoir une stimulation biventriculaire supérieure à 95%, 90%. Là, l'ablation de la jonction n'est pas obligatoire, mais dans la vraie vie, la plupart des temps, on aura besoin de faire, même avec des dispositifs qui ont des logiciels destinés, des algorithmes destinés pour régulariser la fibrillation atriale et un peu améliorer le pourcentage de stimulation de fibrillation atriale, on n'arrive pas à contrôler, à avoir un pourcentage satisfaisant
de stimulation biventriculaire. Et de l'autre côté, lorsque chez les mêmes patients, nous avons une fraction d'éjection inférieure à 50%, ou lorsqu'entre 50 et 60%, on peut proposer une resynchronisation cardiaque lorsque là, l'indication de l'ablation est venue pour le contrôle des rythmes et non pas pour améliorer la qualité de la resynchronisation. Et en alternative, on peut proposer la stimulation de la branche gauche. Alors, la deuxième question un peu importante dans ce sujet, est-ce qu'il faut mettre un CRTP ou un CRTD? Ça veut dire qu'il faut associer un défibrillateur tout simplement un pacemaker. Les choses sont pas assez claires dans les recommandations et ça repose sur un faisceau d'arguments. Et de toute façon, les patients qui ont une indication pour avoir un défibrillateur cardiaque et qu'ils ont les critères d'avoir un CRT, donc là, les choses sont assez claires. Mais parfois, l'indication de la CRT qui est posée en premier et on ne sait pas quoi en faire avec on associe ou pas un défibrillateur, surtout dans notre contexte qu'on a beaucoup de problèmes avec les assurances pour nous fournir des défibrillateurs en prévention primaire pour ces patients. Mais en général, il y a un faisceau d'arguments qu'il faut respecter. Et ce qui a été montré dans l'étude compagnon que le défibrillateur, il fait un peu mieux par rapport au CRTP, mais dans l'étude compagnon, il faut rappeler que le pourcentage de la cardiopathie ischémique dans ce lot de patients était majoritaire, chose qu'on ne trouve pas par rapport dans l'étude danish, l'étude danoise la plus récente, qui a montré que dans les cardiomyopathies dilatées non ischémiques, la CRT était avec un jeu égal avec la CRTP et que la CRTP elle-même, elle réduit la mortalité, chose qu'on a vu dans l'étude CARE-HF Extension, et que ça réduit, rien que la CRTP réduit la mortalité de 5,6%. Et donc, il y a dans ce cas-là de certains patients, est-ce qu'il faut faire le CRTP, est-ce qu'il ne faut pas faire le CRTP? Il y a toujours un peu de gris pour ces patients et probablement que l'état clinique, l'IRM, la cardiopathie ischémique, l'âge des patients, ça c'est l'ensemble, la comorbidité, l'espérance de vie. Tous ces critères, ils ont un peu euh, elles peuvent un peu changer la décision et en général, ces décisions, comme vous le voyez que ça propose, comme c'est proposé par la société européenne, lorsque nous avons des patients qui sont jeunes, on va aller plutôt vers la CRT. Lorsque nous avons des patients qui ont une fibrose extensive au niveau de l'IRM, c'est plutôt la CRTD. Et lorsque nous avons des patients qui ont à peu près une cardiopathie non ischémique avec une espérance de vie limitée, avec des comorbidités majeures, on va plutôt aller vers la CRTP, c'est-à-dire une resynchronisation sans défibrillateur. Maintenant qu'on a parlé un peu de la resynchronisation cardiaque et que savez que parmi les sujets d'actualité, c'est la stimulation des systèmes de conduction qui avait un petit peu le jour depuis quelques années. Est-ce qu'elle fait mieux que, est-ce qu'elle fait mieux que la CRT? Et est-ce que c'est une alternative ou est-ce qu'on peut commencer par la CRT, la stimulation, surtout la stimulation de la branche gauche, la stimulation d'II, c'est un peu abandonné pour plusieurs raisons. La stimulation de la branche gauche, dans ces situations, euh, dans notre contexte, elle paraît un peu très élégante, à raison qu'elle est moins coûteuse que la stimulation par stimulation biventriculaire classique. Mais il faut savoir que pour l'instant, dans les recommandations, la resynchronisation biventriculaire est une recommandation classe 1A et que la stimulation de la branche gauche, plus souvent dans les cardiomyopathies induites par la stimulation, elle reste une alternative en 2A.
mais également lorsqu'on nous avons un aspect de bloc de branche gauche avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, on peut proposer pour les patients qui n'ont pas une efficacité de la CRP ou qui ne sont pas répondeurs, on peut euh, l- améliorer par la stimulation ischienne ou de la branche gauche. Les nouvelles recommandations américaines, les recommandations de l'HRS de 2023, on reprend à peu près les mêmes grandes lignes. Ça veut dire que en recommandation 1A, c'est les aspects de bloc de branche gauche avec une durée qui est supérieure à 150, avec une fraction d'éjection inférieure à 35. Et là, ils ont précisé que le niveau de YHA, c'est entre 2 et 4, avec un traitement médical bien fait, et que lorsque la CRT ne peut pas être faite pour des raisons anatomiques ou pour des raisons peut-être financières ou logistiques, une stimulation de la branche gauche elle peut être proposée en 2A et que en 2B, on peut en discuter. Les patients qui ont une mid-range fraction d'éjection intermédiaire en rythme sinusal, on peut aussi proposer ces patients pour une stimulation du système de conduction, euh, le cas échéant. Tout à l'heure, on avait une discussion intéressante sur le genre féminin ou le sexe féminin. Est-ce qu'elle va changer un peu l'indication et la sélection des patients? Et vous voyez que dans la recommandation de la l'HRS, la recommandation chez la femme, tout à l'heure on parlait dans la diapositive précédente qu'il faut avoir une durée de QRS supérieure à 150 avec un aspect de bloc de branche gauche. Et vous voyez ici qu'on retrouve un aspect de bloc de branche gauche, rythme sinusal, mais un QRS qui est entre 120 et 150. Et ceci si la femme avec une recommandation toujours 1A. Ça veut dire que la femme, dans les recommandations de la HRS, on peut, le QRS, il suffit qu'il soit entre 120 et 150 et on n'est pas obligé d'avoir plus de 150 et pour ces patients, même en 2A, il peut être raisonnable avec un QRS entre 140 et 150 pour hors sexe féminin, alors que le sexe féminin, c'est une recommandation 1A. Et ceci, c'est à cause peut-être des raisons anthropométriques, ça veut dire que la morphologie des ventricules est un peu différente, la taille des ventricules est un peu plus petite par rapport à l'homme, et que vous voyez en fonction de la taille, plus le QRS on a à peu près entre 120 et 150 là, que vous voyez au niveau de ces images, alors que la femme, elle a une petite taille en général, 135 à 150. On peut toujours garder un bénéfice d'une resynchronisation cardiaque. Qu'en est-il des aspects qui ne sont pas à bloc de branche gauche typique? Là, il faut insister sur la durée du QRS supérieur à 150 et le niveau de recommandation toujours il est en 2A, mais il faut savoir que ces patients ils peuvent être un bon lot pour des patients pour faire une stimulation de la branche gauche. Je pense qu'on a une session qui va venir sur le stimulation des his et stimulation de la branche gauche, mais ce qu'il faut garder de façon globale, que la stimulation de l'air de la branche gauche, c'est une technique émergente, prometteuse, surtout de notre contexte, et il faut savoir que la stimulation ici, pour des raisons techniques et des seuils élevés, des complications et absence, surtout l'absence des backups ventriculaires associés, ceci rend un peu difficile ces techniques et que plusieurs équipes de le monde, elles ont abandonné ces techniques en faveur de la stimulation de la branche gauche. Lorsqu'on faisait la stimulation ischienne, il y avait ce qu'on appelle il y a quelques années, 3, 4 années, on parlait de ce qu'on appelle la haute CRT. Ça veut dire que chez les patients qui ont un peu un aspect qui n'est pas typique de bloc de branche gauche ou qu'ils ont un peu euh, on va dire, ils ont
ils ont un échec de la resynchronisation cardiaque. On peut améliorer cet échec en ajoutant stimulation des ischios, surtout si les patients qui ont un FA, en utilisant le canal atrial pour la stimulation ischienne. La question de la réponse de la CRT, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de se poser la question pourquoi le patient ne répond pas très bien, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on a bien sélectionné le patient? Et ce débat est toujours difficile parce que la définition de non-réponse à la CRT est débattue sur plusieurs points. Déjà, à quel délai on doit parler? Est-ce que 6 semaines? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce qu'il suffit d'avoir la réponse clinique ou est-ce qu'il faut avoir une réponse échocardiographique? Il y a plusieurs débats. Est-ce qu'il faut vraiment faire une optimisation échocardiographique ou pas? Donc, ce débat-là, je pense qu'on aura le temps d'en en discuter en long et en large. Mais sachez que tout ce qui compte pour ces patients, c'est le, l'amélioration fonctionnelle. Et il ne faut pas oublier que le traitement médical doit garder et qu'on doit optimiser les doses après la CRT. En général, on a plus de chances pour optimiser les bêta-bloquants après la CRT. Et deuxièmement, que ces patients, en général, ils ont d'autres facteurs qui sont responsables de la non-réponse optimale. Surtout, c'est une mauvaise programmation. Ça veut dire le délai AV n'est pas optimal, les algorithmes d'effort ne sont pas activés, ils ont des extrasystoles associées ou une fibrillation atriale, ils ont une anémie associée et d'autres causes qu'on peut corriger, mais lorsqu'on peut également s'aider un peu dans des centres à peu près agréés et qu'ils ont l'habitude de faire l'optimisation par l'échocardiographie, on peut faire ça. Mais surtout, il ne faut pas oublier que sur la plupart de ces patients, ils ont une cardiopathie ischémique sous-jacente qui peut évoluer. Ils ont des insuffisances mitrales associées qui peuvent également s'aggraver. Ils ont une dysfonction VD, peut-être le VD, on peut resynchroniser un ventricule gauche, mais on ne peut pas resynchroniser un ventricule droit dans ces conditions-là. Et donc, tous ces critères doivent être vérifiés vraiment avant l'implantation parce que si on implante quelqu'un qui a une IM sévère et qui a une insuffisance, qui a une dysfonction VD associée et qui a une cardiopathie ischémique toujours évolutive, sachez que ce patient ne va pas tirer bénéfice ni de la CRTD ni de la CRTP parce que tout simplement, ça va être un peu compliqué pour régler tous ces problèmes. Il a besoin d'autre chose en plus que la resynchronisation, le traitement médical et peut-être le métraclip et le VD, est-ce qu'il va récupérer ou pas. Toutes ces causes-là, elles vont être prises en considération dans la sélection des patients avant d'aboutir à déclarer le patient qui n'est pas non répondeur. Et ça conclut très bien avec cette dernière diapositive que la sélection des patients, c'est la pierre angulaire dans le succès de la resynchronisation cardiaque et que les raisons techniques, il faut vraiment, ça, on va en détailler. Est-ce qu'il faut poser la sonde au niveau septal? Est-ce que la poser au niveau apical? Est-ce que si on choisit la septale, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est la veine latérale ou la postéro-septale, etc. Tout ça, on va en détailler peut-être dans la prochaine session. Que l'optimisation des timings de programmation, c'est une chose essentielle, mais surtout, il ne faut pas oublier que ces patients qui ont besoin d'avoir un traitement médical optimal pour garantir un meilleur résultat pour ces patients. Et on conclut pour dire que la CRT, c'est une très bonne technique dans l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, qui est toujours sous-utilisée et que dans les années à venir, on va avoir une certaine compétition et surtout une certaine complémentarité entre la stimulation de l'air de la branche gauche et la stimulation de la resynchronisation cardiaque et que vraiment, lorsque on choisit le bon patient et on a la position optimale de la sonde et que le traitement médical il est respecté, dans la plupart, majorité des cas, on arrive à améliorer le pronostic de ces patients et leur qualité de vie. Et vous avez certainement dans votre tête maintenant des images de patients et de patientes que vous recevez pour vous remercier de l'amélioration spectaculaire de leur vie.
après l'amélioration, après la resynchronisation cardiaque. Et je vous remercie pour votre attention.